Le chapitre de cette semaine est une vraie pépite. C'est du One Piece haut de gamme et on ne blague pas. Ce n'est pas uniquement parce qu'on a pas mal de théories qui sont validées, parce que c'est le cas, mais aussi parce qu'on a énormément de révélations. Ce n'est pas un chapitre où on se bat et on se bat. Tant mieux, car là, on a entré en scène sur entrée en scène. Et surtout, on a eu bon sur les clones. On a eu bon sur l'arrivée d'un des membres du Conseil des 5 Anciens, le fameux Saint Saturne. Que cache-t-il? Que va-t-il faire? Eh bien, on vous dévoile tout dans cette review. Et bienvenue sur Rafty et Nakama. Et là, on est hyper pressé parce que franchement, ce scan, il était génial. Déjà que le précédent était pas mal, avec la révélation en tout cas sur Stussy, mais là, avec Saint Carlos, avec Saint Saturne, franchement, c'est génial. On attendait sa venue depuis tellement longtemps que là... Je tiens à préciser que ça ne se fait pas de se tromper parce que Saint Carlos est là, Saint Saturne... Je sais. Mais on n'a pas encore l'habitude avec Saint Saturne, voilà. Oui, c'est vrai, Saint Saturne. Et en plus, me demandez pas de prononcer son prénom, c'est quoi? Ça va être très compliqué, donc on le fera pas tout de suite. On va un petit peu s'habituer avec ça. Vous les Espagnols, vous pourrez nous le dire en commentaire. Et puis voilà. Vous pourrez même dire qu'on est nul sur la prononciation espagnole, mais c'est pas grave, on le prendra bien. Exactement. En tout cas, ce soir sur Twitch, c'est le jeu One Piece Odyssey. On va battre Crocodile, on arrive enfin au boss du premier niveau, ou je ne sais plus. Non, du deuxième niveau, et on va lui mettre une pâtée. Si tu veux voir ça, viens, le lien de Twitch s'affiche ici, c'est en commentaire, c'est en description, c'est partout. Viens, on s'amuse à chaque fois. Bon, pour une fois, tu ne seras pas là. Non. Je ne serai pas là, mais par contre, je serai bien là pour le quiz de mercredi prochain, qui sera sur Bleach, si je m'en souviens. Carrément. Donc n'hésitez pas à venir également. Donc tous les mercredis, on fait des petits quiz assez sympathiques. On change parfois de sujet, on fait du One Piece, on fait du Bleach. La semaine dernière, enfin ce mercredi-là en tout cas, c'était sur Ghibli, sur tout l'univers Ghibli, et c'était génial également. Et maintenant, place à la vidéo. Allez, c'est parti. La page de couverture, elle continue sur les masses, donc les scientifiques fous qu'on adore énormément. Et la dernière fois, sur la page de couverture, on voyait qu'ils présentaient leurs œuvres, donc pour un concours. Et là, visiblement, le grand gagnant, ce n'est pas les 3 qui étaient présentés la dernière fois, mais c'est bien Vegapunk avec son char qui tire des fleurs. Ça, c'est fou. Un char qui tire des fleurs, et là, tu me fais croire que tu vas gagner. C'est un peu triste parce que il y avait César qui avait créé un fruit du démon artificiel. Et là, on se dit, niveau technologie, niveau innovation, niveau tout, il méritait un prix quand même. Beaucoup plus qu'un char qui tire des fleurs. Mais il faut se rappeler que Vegapunk est dans les maths. Que les maths, c'est quelque chose qui cherche la paix. Peut-être qu'on se dit qu'un char qui tire des fleurs, c'est pour la paix. Et donc voilà, on a 3 solutions pour ça. Premièrement, c'est bien ce qu'on vient de dire, c'est que c'est un char qui ne blesse pas, qui est là pour créer la paix. Vu la tête des mecs derrière, ils s'attendaient pas à ce que ça tire des fleurs. La deuxième solution, ce serait plutôt que Vegapunk soit tombé amoureux, ça on l'avait déjà expliqué dans une théorie, mais qu'il soit tout simplement tombé amoureux de Stussy et que pour montrer son amour, effectivement, et les chars lancent des fleurs, tout simplement. Donc quand on est amoureux, on voit la vie en rose, on voit des fleurs partout, n'est-ce pas? Exactement. Tu vois plus de fleurs? J'attends toujours mes fleurs. N'importe quoi. Tu m'offriras des fleurs. N'importe quoi. Troisième explication, et là c'est beaucoup plus politique, mine de rien, soit c'est une énorme coïncidence, ou alors Oda met son grain de sel. On est dans une période très particulière. On a une guerre qui est en Europe, une guerre qui est en Ukraine. Il y a quelque chose qui a été demandé ces dernières semaines, c'est là où on voit de chars lourds, ce qu'on appelle les Léopards ou les Abraham pour les chars américains, ou les Leclerc pour les Français. Ça vient d'être décidé que ça va être fait. Et donc Oda pourrait donner son avis de cette façon. On n'interprète pas, c'est à vous de le faire. Première vraie page du chapitre, Rob Lucci se met à attaquer Stussy, mais l'infiltré utilise une nouvelle version du Kami-I et elle évite directement le coup. Puis en moins de 2, elle dégaine son rouge à lèvres qui contient du granit marin. Elle enlace le guépard et en profite pour le mordre jusqu'au sang. L'ennemi est endormi. Elle annonce ensuite que ces deux-là sont très forts. Les attaquer de front est inutile. Zoro et Brook observent la scène de loin et s'étonnent de la situation, alors que le vampire fait son compte rendu à Vegapunk. Tout est absolument sous contrôle. Les Mugiwara forcément s'étonnent de la situation, du fait que Vega avait une top parmi les membres du CP0. Mais il explique directement que ce n'était pas du tout son intention. Cela fait 20 ans qu'elle ne fait plus partie de leur équipe, mais elle est restée leur alliée. Bon, là, on avoue, on s'est trompé sur Stussy. Dans la théorie, on disait que Stussy n'était pas du tout gentil. Alors que là, ça semble être une alliée de Vegapunk. Donc là, on se pose la question, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu Stussy. Ça fait 20 ans que Stussy est en train de s'infiltrer, entre guillemets, dans le CP0. Et Vegapunk dit qu'il ne savait pas. En tout cas, qu'il n'avait pas prévu ça. Est-ce que c'est la vérité maintenant? On se pose pas mal de questions. Pourquoi est-ce que Stussy a tué Dufel? Quelle était sa raison? Si c'était pas lié aux maths, pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Pour que Dufel ne dénonce pas le fait qu'elle ait été dans les maths? Ça paraît un peu bizarre.
Ce qui nous gêne aussi, c'est que finalement, elle a pu décrocher l'escargophone lorsque Vegapunk l'a appelée, devant tout le monde, devant tous les agents du gouvernement, même devant Kaku et Lucci, parce qu'ils devaient forcément être avec elle, et elle n'a donné aucune explication. D'ailleurs, elle connaît les lieux. Finalement, Kaku et Rob Lucci ne posent pas plus de questions que ça, et elle ne donne pas non plus énormément d'explications là-dessus. Ouais, et c'est aussi précise, elle connaît les lieux, et puis elle dit que c'est un système de sécurité, elle dit ceci, elle dit cela. Kaku et Lucci devaient savoir quelque chose, pourquoi ils se sont pas doutés de ça? Et ensuite, on a la fameuse attaque. On a une Stussy qui bat les deux tellement facilement et elle utilise du granit marin qui est caché dans son rouge à lèvres. Ça c'est génial, moi je trouve que c'est la cachette ultime, personne n'aurait pensé à vérifier. Et puis je vois pas Kaku ou Lucci dire tu me bâches ton rouge à lèvres. Oh merde, non, je l'ai oublié. Mais non, c'est absolument pas... C'est la meilleure des cachettes. Et puis elle l'utilise super bien, elle le sort, elle colle contre le cou, ça annule les pouvoirs, et là elle peut mordre, elle peut faire ce qu'elle veut, et puis voilà. On verra par la suite qu'elle dit qu'elle a posé du granit marin sur eux. Est-ce que en fait, le granit marin est mixé avec le rouge à lèvres, et donc de ce fait, elle laisse une trace et le granit marin en fait reste sur la personne. Ça, ce serait vachement cool. Et comme Vegapunk étant scientifique, peut-être que c'est lui qui a développé ça. Moi, ce qui m'inquiète quand même, c'est que par rapport à la quantité, quelle quantité de granit marin peut paralyser une personne? Parce qu'on sait que souvent, si c'est une petite quantité, la personne peut quand même bouger. Et là, ça le met complètement KO. Donc je me demande si c'est pas mélangé du coup au sang directement, dans la blessure, parce qu'elle le mord directement. Je sais pas, moi je pense aussi que c'est un vampire, en fait elle a le fruit du vampire. Mais dans ce cas, si elle met le rouge à lèvres, si elle met le rouge à lèvres et qu'elle a le fruit du vampire, elle devrait être paralysée. Elle a peut-être deux rouges à lèvres et elle n'utilise qu'un seul des deux rouges à lèvres à chaque fois. Peut-être. Elle est pas idiote, elle sait reconnaître les deux et ça, ce serait génial. En tout cas, Stussy, elle a encore énormément de choses à nous apprendre sur ses origines, sur tout, et on a hâte de voir ça. Sur le champ de bataille, les Séraphins continuent l'attaque. Stussy lâche qu'elle a le même niveau d'autorité que Lucci. Elle ne peut pas changer les ordres. Zoro et Brook se posent des questions sur l'identité de ces gamins, mais ils foncent les arrêter. Alors que pendant ce temps, Edison et Lilith débarquent. La dernière hurle à bébé Mihawk de s'arrêter, mais celui-ci n'écoute pas et il l'attaque directement. Zoro intervient et lâche qu'en fait, ces choses ont un côté humain. Edison essaye également à son tour de stopper les Séraphins, mais encore une fois, il échoue. Bébé Jinbe attaque le clone. Mais heureusement, Sonji intervient pour le sauver. Et enfin, les Séraphins s'arrêtent. Shaka finit par dire à Stussy de venir avec eux, alors que Chopper et Luffy cherchent Bonnet partout. Mais la voix off annonce la disparition très prochaine de Vegapunk. Il s'est passé quelque chose de vraiment étonnant dans ce chapitre. Les Séraphins n'ont pas vraiment écouté. Ils ont vu les maîtres arriver, ils ont vu les Vegapunk, et ils n'ont pas pris le temps d'écouter. Alors qu'on leur parlait, en fait... il y a Lilith qui a crié Séraphin, donc le Séraphin devait commencer à l'écouter. Mais non, le Séraphin a écouté, comme si qu'il avait quelque chose à faire. Il devait pas attaquer en fait Vegapunk au début, mais il s'est retourné comme Vegapunk. C'est bien bizarre. On trouve ça assez particulier, mais en même temps, s'ils essaient d'avoir plus d'autonomie, pourquoi pas? Pourquoi pas? On sait qu'ils sont pas totalement contrôlés, ils ont une marge d'autonomie. Peut-être qu'ils s'en servent pour en avoir beaucoup plus, pour être libres. Et donc, ça pourrait dégénérer par la suite. Mais on a une autre théorie également, c'est que quelqu'un d'autre dans les parages arrive avec une plus forte autorité. On sait, à la fin de ce chapitre, qu'il y a un membre du Gorosei qui débarque. Mais il est assez loin. Et pourtant, il y a quelque chose qui pourrait changer. C'est le Haki des rois. Ça a l'air totalement fou. Mais à Wano, en fait, il y avait Shanks qui utilisait son Haki des rois d'une façon très particulière. Il arrivait en fait à le faire détecter à très longue distance par Aramaki. Aramaki savait que c'était lui, sentait dans le Haki que c'était les Shanks pirates qui étaient là, c'était Shanks lui-même qui était là, et peut-être même qui communiquait avec celui-ci. Imaginez que le membre du Gorosei, il est le Haki des rois. Et franchement, le mec, il contrôle le monde. C'est un des 5 qui contrôle le monde, soi-disant. Ils sont en dessous de Dim-sama, mais ils doivent avoir ce Haki des rois. Ils doivent être là. Ils sont puissants. C'est certain qu'ils sont puissants. C'est une des plus grandes puissances de ce monde. Et ils ont le Haki des rois. Et leur Haki des rois, en fait, couvre un large périmètre. Et imaginons que les Séraphins ont senti ce Haki des rois. Et ils commencent, en fait, à perdre un petit peu l'envie d'écouter Vegapunk. Mais il commence à écouter le Gorosei, le monde du Gorosei. Et en plus, si ce mec-là, il est aussi puissant que ça, il peut donner des informations par Haki des rois. Il peut faire énormément de choses et ce serait génial. Et là, on aurait encore une évolution du Haki des rois, une surexploitation, et on serait très content. Ça ferait un peu comme des interférences finalement dans les ordres qui ont été donnés aux Séraphins. Ils n'ont pas besoin d'être à côté, c'est vraiment un truc plus ou moins longue distance, moyenne distance, et qui marcherait super bien. Il y a également une autre théorie, ce serait tout simplement que les Séraphins veulent détruire leur créateur, un peu à la Frankenstein. D'ailleurs, on a fait une petite vidéo théorie là-dessus, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche en haut à droite. Et finalement, Stussy pourrait très bien faire la même chose, parce qu'elle est également une créature de Vegapunk, et ça pourrait créer une ligue
contre les Vegapunk qui créent la vie, tout simplement. On a aussi le petit message à la fin qui nous dit que Vegapunk va bientôt disparaître. Et ça, c'est très étrange, c'est très mystérieux. Et en même temps, on a Luffy justement qui cherche Bonnet et qui ne la trouve pas du tout. Et à côté de ça, souvenez-vous, on a Kizaru qui est pas loin. On a Kizaru qui se déplace très rapidement, donc ça serait vraiment pas déconnant s'il débarquait en un claquement de doigts, qu'il prenait Vegapunk et qu'il partait avec lui. D'ailleurs, Kizaru semble connaître Vegapunk. En fait, comme le laser a été répliqué par Vegapunk, peut-être que c'est le laser de Kizaru qui a été utilisé. Ce serait intéressant et ça rajouterait du lien. Kizaru, on aimerait bien voir sa réaction en voyant Shuntamaru par terre. Est-ce qu'il estime réellement Shuntamaru ou pas? Est-ce qu'il donne plus de priorité à son travail ou à quelqu'un qui semble être très lié à sa personne? L'histoire se tourne vers une autre île, vers l'île de Sphinx. Marco est revenu sur place, les habitants sont tous heureux de le voir. Mais surtout, ils ont vécu un traumatisme. Des membres de la marine ont débarqué sur place et ils ont essayé de voler leurs richesses. Ils ont menacé de tuer tous les habitants qui ne font pas partie du gouvernement. Des personnes qui n'ont aucune réelle existence. Mais un homme est arrivé et a sauvé tout le monde. C'est Webble lui-même. Il a démonté les marines en criant qu'ici, c'est le village de son père. Et comme ça, il a fait fuir tout le monde. Et Marco finit même par dire que c'était un héros. Alors qu'en fond, une vieille dame prend parole et lâche que juste après, l'amiral Ryokugyu a débarqué et son fils a été battu. Et cette femme, eh bien oui, c'est Miss Bikini. Il est parti en prison pour le village et elle finit par dire que c'est bien le fils de Barbe Blanche. Et si Marco n'y croit pas, eh bien il suffit de demander à Vegapunk. Là, on a un énorme retournement de situation. Marco, ce qu'il redoutait le plus est arrivé pendant qu'il n'était pas là. Webble a débarqué et en plus avec la marine a débarqué également. Mais Webble, au lieu de tout détruire, il a protégé les lieux. Il a protégé l'héritage de son père. Une partie parce qu'il est en train de buter tous les anciens membres de l'équipage de Barbe Blanche à côté. Le gars, il sait pas trop dans quelle main tenir les choses. Mais là, il a protégé. Il a été bien. Marco lui doit quelque chose. Mais c'est très étonnant. Même s'il a protégé les lieux, on a envoyé quelqu'un sur place. Green Bull, Aramaki. Et Aramaki, il a arrêté Webble. C'est pas rien. On n'est pas d'accord? C'est pas rien. Parce que Aramaki, qui a bien flippé devant l'équipage de Shanks, eh ben, il n'a pas du tout flippé face à Webble, qui est dit comme aussi puissant que le jeune Barbe Blanche. Deux explications. Tout d'abord, qui dans One Piece peut s'attaquer à un équipage de Yonko en un contrôle? Personne. Personne. C'est trop violent. C'est pas possible. Tu meurs en fait. Très facilement. Et là, Aramaki, il n'était pas tout seul. Il était face à Webble. Il avait d'autres membres de la marine avec lui. Et Webble était tout seul avec sa maman. Bah, bien sûr, bien sûr. Nous, on pense qu'Aramaki est très fort. On n'a jamais dit le contraire, parce qu'on pense que les amiraux sont vraiment très forts. Mais surtout, ça explique pourquoi il était pas très loin de Wano. Il était en train d'intervenir pour attraper Webble. Quand il a intercepté en fait l'appel du CP0 qui disait qu'ils ont des problèmes sur Wano, nanana, il a dit qu'il arrivait et il est arrivé une semaine plus tard. Et ben c'est pour ça qu'il était juste à côté. Et c'est pour ça qu'il est arrivé si vite que ça. Oda, il est inarrêtable. Il bombarde d'infos en ce moment sur Stussy, Miss Backing, etc. Et là justement, elle est encore là, on le voit. On la voit, pardon, et elle est en train de pleurer parce qu'effectivement, Webble n'est plus là. Et à force, on va vraiment finir par s'attacher à cette Miss Backing. Moi en tout cas, personnellement, je la trouve de plus en plus attachante. Au début, je l'aimais pas trop. Mais bon, moi, je la détestais au début, la petite femme bizarre qui ouais, je suis la femme de Barbe Blanche et j'ai son fils. Mais maintenant qu'on sait que c'est Stussy, enfin que c'est la même personne, enfin un clone en tout cas, et qu'on voit sous une autre facette, moi franchement, je commence à l'apprécier un peu. Oui, puis le lien avec les Rocks, on s'en doutait, on avait fait pas mal de théories. C'était même l'une des premières théories de la chaîne, comme quoi Miss Backing était une Rocks. Et ben oui, on a confirmation et c'est magnifique. En plus, c'est une Rox, c'est une Mads. Maintenant, dans l'équipage d'un ancien chez Shichibukai, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. Et puis, Marco lui doit quelque chose. Elle ose dire à Marco, oui, maintenant, tu dois aller libérer mon fils. Mais vous croyez vraiment que Marco, il va aller one for all, enfin, qu'il va y aller un contre tous à Impel Down? Et coucou les gars, moi je prends juste Webble et je me casse. Non, non. Après, s'il y a une grosse évasion, ce sera pas juste Marco, hein. Ce sera beaucoup plus de personnes. Par contre, il y a une petite phrase qui nous interpelle, qu'elle dit bien à Marco que si tu doutes du lien de parenté entre Webble et Barbe Blanche, eh bien demande à Vegapunk. Et là, bah pour nous, c'est pas rien, parce que ça confirmerait effectivement notre théorie. Parce que si c'était juste un lien de parenté lambda, elle pourrait demander à n'importe quel autre scientifique. Pourquoi aller demander à Vegapunk spécifiquement? Oui, un petit test ADN, ça marcherait partout, mais non, là, on cherche une grosse confirmation. Quelle confirmation? Eh bien le fait que Webble soit le clone directement de Barbe Blanche. Le clone version Frankenstein. Regardez un petit peu, il a des cicatrices un peu partout et ça n'a pas l'air net en fait comme truc. Et dans notre théorie, on parle bien de la similarité entre Frankenstein et Vegapunk, le monstre de Frankenstein et Webble. Oui, Webble. Et également en fait, Stussy.
parce que Stussy c'est le clone de Miss Paquin. C'est assez étonnant, mais allez voir, franchement, tout est expliqué et on est plutôt fiers. On a également une deuxième petite variante qui voudrait dire que finalement Webble c'est vraiment le fils de Barbe Blanche et de Stussy, tout simplement. Ouais, en plus elle était belle, en vrai, voilà, pourquoi pas. Franchement, elle était magnifique. Là-dessus, il faut l'admettre, elle était vraiment magnifique. Pourquoi pas le Barbe Blanche un peu jeune qui va, quoi. Et puis voilà. Ça a l'air bizarre, mais oui, mais qui ne boude pas son plaisir. Enfin bref, en tout cas, il s'est passé quelque chose et Webble, peut-être, il est mort, on ne sait pas pour quelle raison. Et Stussy aurait demandé à Vegapunk, du coup, de le ramener à la vie. Et ça expliquerait également donc le fait que il ait des cicatrices un peu partout sur le corps. Oui, une résurrection un petit peu à la Frankenstein, tout simplement. En pleine mer, une flotte gigantesque de la marine fait route vers Egghead. À bord d'un des navires, Kizaru fait vérifier que la nourriture qui arrive n'est pas empoisonnée et entre dans une salle où un homme l'attend. L'amiral lui demande s'il a déjà rencontré Vegapunk. Le vieil homme répond que oui, il y a très longtemps, et que c'est bien dommage que les choses évoluent ainsi. Son nom est alors révélé. C'est un des membres des 5 anciens, le grand Saint Regarcia Saturne. Et là, c'est la fin du chapitre. Ce chapitre, il y a trop d'informations dedans, énormément d'informations, et surtout c'est la première fois qu'un membre du Gorosei est vu en dehors de Marie-Joise. C'est un événement, et surtout il faut des préparatifs, il faut pas mal de choses, et il va vers Egghead, c'est pas sans précédent, c'est inédit, c'est incroyable, c'est quelque chose en fait là c'est plus qu'une sortie d'un parlementaire, d'un président, non on s'en fout, c'est tellement mieux. Et l'information capitale, c'est son nom. La première fois qu'un nom est donné pour le Gorosei, et c'est Saint Regarcia Saturne. Saturne, Saturne je le savais, hein. Saint Regarcia Saturne. Saint Regarcia Saturne. Allez, on décortique. Saint, c'est parce que c'est un descendant des créateurs de ce monde, c'est un dragon céleste, et oui, on l'a déjà dit dans pas mal de vidéos, les membres du Gorosei sont parmi les plus hauts dragons célestes, parce qu'il y a des castes aussi dans les dragons célestes. Regarcia. Ça veut dire juge en espagnol. Merci Léna Kamadjulai parce que sinon on n'aurait jamais su. Et enfin, on a Saturne. Et Saturne, c'est pas rien. Saturne, c'est un nom de planète. Saturne, un nom de dieu romain. Et qu'est-ce qu'on sait sur les noms de dieux romains dans One Piece? Eh bien, c'est lié à des armes antiques. On a déjà quelques armes antiques. On a Uranus, on a Pluton et on a Poséidon. Oh, Poséidon, c'est une erreur. Allez, non, mais en fait, si on regarde bien le système solaire, on a Pluton. Puis, on a Neptune, ce qui est l'équivalent de Poséidon. Parce que Poséidon en grec, c'est Neptune en romain. Ensuite, on a Uranus, qui n'a pas encore été découvert. Saturne, qui vient d'être révélé. Jupiter, Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Et dans tout ça, on a aussi le Soleil. Et si on regarde encore plus profondément, il y a un truc qui nous choque. Il y a un truc qui saute aux yeux. Le Soleil, c'est bien Nika, ça c'est certain. Il y a un groupe de planètes qu'on ne connaît pas encore. Les premiers, c'est aussi des armes antiques, mais tout ça, c'est au nombre de 5. Et 5, ça vous évoque rien? Le Gorosei. Ok, Saturne, on vient de le voir. Mais si on prend les 4 membres du Gorosei, plus Im-sama, eh ben, on a le compte exact. C'est comme si qu'on avait en fait déjà toutes les armes antiques qui étaient là. Peut-être que c'était ça, les armes antiques à l'époque. Et toutes ces armes antiques, gravité autour de Nika, autour du soleil. Et il s'est passé quelque chose. Il y a une des armes antiques qui se rebellait et qui a réussi à ramener en fait une grande partie des armes antiques avec lui. Et c'est quoi à votre avis? Eh bien c'est la Terre, tout simplement. La Terre, les humains. Eh bien c'est une chose qui a toujours voulu être au centre de l'univers. On nous a fait croire pendant des années que la Terre était au centre de l'univers. Ce sont les années obscures, c'est un peu le Moyen-Âge, c'est un peu pas mal de choses. Et là, One Piece est dans son Moyen-Âge à lui. Im-sama. Tout simplement parce que si on regarde Im-sama, eh ben, on voit qu'il est dans son jardin en train de cultiver. Les références sont là et ce serait magnifique que ce soit ça. La Terre a voulu prendre la place du Soleil. Il a viré le Soleil et a fait graviter tous les autres autour de lui. Tous ceux qui ont bien voulu le suivre. Franchement, c'est trop beau. Si c'est ça, je serais trop fière. Ouais, ce serait magnifique. C'est trop bien. D'ailleurs, en fait, la plupart de ces planètes qui l'ont suivi, ce sont des planètes qu'on peut voir depuis la Terre. Les autres, il a fallu attendre des années et des années avant de les observer. Donc, ça peut le faire. Ça peut vraiment être un système géocentrique au lieu d'héliocentrique. C'est ce que Im-sama a fait. Nous avons nos armes antiques et on est très content. Bon, là, il faudra attendre très longtemps pour vérifier cette théorie. Mais notez-la, sachez qu'on a fait cette théorie à ce moment et que on en avait déjà parlé un petit peu avant, mais pas dans ces termes-là. Là, on a quelques confirmations, donc on peut en parler clairement. De toute façon, on va faire une vraie théorie bien détaillée dans les
prochaine semaine. On ne sait pas encore quand exactement, mais on va le faire, ça c'est sûr, vous inquiétez pas. Il y a un autre point hyper important, c'est le contrôle de la nourriture. Parce que hors de Marie-Joie, finalement, les 5 anciens, ils sont un peu vulnérables. Ils sont un peu comme dans notre monde, les rois, etc. Ils avaient toujours besoin d'un goûteur pour vérifier qu'il n'y avait pas de poison dans la nourriture. Et là, c'est pareil, donc Kizaru, il est parti s'assurer qu'il n'y avait pas de poison dans la nourriture pour On dit juste Saturne. Voilà. Exactement. Et du coup, ça montre aussi qu'ils ne sont pas immortels, parce que sinon, pourquoi aller faire tout ça? Il suffirait tout simplement qu'ils prennent le plat et qu'ils le mangent et on n'en parle plus. Là, ça veut bien dire qu'ils ne sont pas immortels. Et la population, du coup, elle n'a pas besoin de le savoir, ça, donc ça reste caché pour l'instant. Ouais, d'ailleurs, on a beau se poser des questions, on se dit aussi que 5 vieux qui ne changent jamais, on demande à mon grand-père ou mon arrière-grand-père qui est toujours vivant, « mais les 5 vieux avant, c'était qui ?» En fait, c'était les mêmes. C'est bizarre ça. La population se serait posé des questions. Donc pour nous, c'est jamais les mêmes 5, c'est changé petit à petit. Et d'ailleurs, on pense que Doflamingo aurait été un potentiel nouveau doyen par la suite. Bon, malheureusement, il a été viré de Marie-Joie pour des raisons qu'on connaît tous. Mais peut-être que sous ses yeux, il a quelque chose qui montre en fait qu'il est un des élus, qu'il aurait été l'un des élus. Enfin, sous ses yeux, sous ses lunettes. C'est mieux. Ouais, sa pupille ou on ne sait quoi, ça pourrait être intéressant. Et qui sait, peut-être en fait que au lieu d'avoir les sélectionnés parmi en fait les dragons célestes, ce qui est peut-être le grand intérêt des dragons célestes, ils ont trouvé quelque chose d'autre. C'est que Saint Saturne, il dit quelque chose d'intéressant. Il a rencontré Vegapunk il y a des années de cela. Et si en fait c'était pour une raison, c'était pour cloner les 5 doyens. Pour qu'on n'ait plus en fait à faire confiance à de nouveaux dragons célestes pour intégrer les 5 doyens, mais c'est juste qu'on ait les mêmes 5 doyens à chaque fois. Et donc c'est pour ça qu'il a de l'ADN en fait des 5 doyens, et peut-être que c'est ça les signes qu'on voit dans les yeux des séraphins. Parce qu'on n'a jamais vu avant ces signes. Peut-être que c'est vraiment lié aux 5 doyens, aux armes antiques, Vegapunk, en prélevant l'information génétique en fait, sur les 5 doyens pour pouvoir en fait, les cloner, pour avoir une chance de perpétuer à jamais les mêmes 5 doyens, il s'est laissé emporter et il a donné un peu de cet ADN en fait, aux séraphins. Ce serait intéressant. Alors du coup là on se demande mais qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer pour la suite? Eh bien nous on a notre petite idée, c'est que Saint Saturne va interférer avec son Haki des rois sur les séraphins et va ordonner la capture de Vegapunk. Une fois que ce sera fait, donc on aura Kizaru qui va ralentir effectivement les Mugiwara et ensuite ils n'auront plus qu'à partir avec Vegapunk en laissant les Mugiwara sur place. On aura pas mal de nouvelles théories qui vont sortir dès la semaine prochaine, donc restez à l'écoute, vous inquiétez pas, ça va vraiment être génial. Et pour finir cette vidéo, voici les petites prédictions pour le chapitre suivant, qui ne sort pas la semaine prochaine malheureusement, mais dans 2 semaines. Numéro 1, Saturne annonce qu'il a pris le contrôle des séraphins, et ses créations enlèvent Vegapunk et le ramènent à bord du bateau. Numéro 2, Kizaru retient les Mugiwara, sauf Luffy qui est toujours perdu dans le labo à la recherche de Vega. Numéro 3, on voit le Gorosei qui dit que l'histoire est pliée, Saturne est sur place. Numéro 4, Sabo refait surface et il explique ce qu'il a vu à Dragon. Numéro 5, Ener débarque. Non, vous inquiétez pas, on blague. On voit l'issue du combat l'eau Barbe Noire. Et l'eau est complètement finie. Et enfin, Stussy montre qu'elle n'est pas totalement de leur côté. Et peut-être même que c'est elle qui va livrer Vegapunk. Et voilà Nakamas, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit like, à nous dire ce que vous avez pensé en commentaire ou à donner vos propres théories. On adore ça également. Et surtout, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Surtout, n'oublie pas que le live, c'est dans quelques minutes, je pense. Ça dépend à quelle heure on sort cette vidéo. Donc rejoins-nous, ça va nous faire super plaisir. À bientôt les accros de One Piece.